Le domaine spatial a été marqué par plusieurs changements au cours de la dernière décennie. On a notamment constaté l'arrivée à maturité de certaines tendances de fond qui étaient en gestation au cours des années précédentes et l'arrivée de nouvelles tendances qui formeront probablement la matrice de la décennie qui va suivre dans le domaine spatial. On a notamment l'arrivée de nouveaux acteurs dans une industrie qui était auparavant assez protégée. Si on prend l'exemple des lanceurs spatiaux, et si on se replace en 2010, la situation était la suivante. La navette spatiale était le principal lanceur des États-Unis. La fusée Ariane était le leader quasiment incontesté des lancements commerciaux. Elle était en cela concurrencée par des lanceurs russes et ukrainiens développés durant la période soviétique. Aujourd'hui, si on reprend la même situation, on a une situation qui est totalement bouleversée, puisque la navette spatiale d'abord ne vole plus. Les lanceurs Atlas et Delta qui formaient la colonne vertébrale des lancements institutionnels américains sont concurrencés. On a vu un progressif effacement des lanceurs russes Proton et ukrainiens Zénith. Et la fusée Ariane, le lanceur Ariane, est concurrencé par l'arrivée d'un nouvel acteur sur ce marché qui s'appelle SpaceX. Alors, la décennie correspond assez bien au développement de cette entreprise, puisque le premier lancement de SpaceX, le premier lancement de sa fusée Falcon 9 a eu lieu en 2010. Et ce nouvel acteur a développé au fur et à mesure de la décennie son programme économique qui consistait à introduire des innovations assez radicales dans la façon à la fois de produire et dans la façon d'opérer un lanceur spatial, et notamment sur le développement de sa technologie de réutilisation, dont la première expérience réussie a eu lieu en 2015 et qui est depuis devenu le fonctionnement normal de cette entreprise. Cette entreprise est emblématique des nouveaux acteurs qui se sont développés dans le domaine spatial au cours de la dernière décennie, avec non seulement des personnes qui ne venaient pas du milieu spatial, dont des patrons provenant plutôt du milieu de la Silicon Valley, comme Elon Musk, qui auparavant était le patron de PayPal, qui est l'actuel patron de l'entreprise Tesla, et qui est aussi le patron de SpaceX. On peut aussi penser à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a créé son entreprise spatiale au début des années 2000, mais dont les développements technologiques ne sont arrivés à maturité qu'au cours de la dernière décennie, en particulier en 2015, lorsqu'il a lui aussi réussi à récupérer puis réutiliser un booster de fusée. Mais d'autres acteurs qui n'étaient pas auparavant dans ce domaine spatial sont également entrés. Ceux-ci ont utilisé des innovations technologiques telles que la miniaturisation des satellites. On peut penser à une entreprise comme Planet, par exemple, qui se développe dans le domaine de l'observation de la Terre en lançant des petits satellites qui font à peu près la taille d'une boîte à chaussures, qui sont d'un format qu'on appelle le CubeSat, et dont la mission première était de pouvoir photographier l'ensemble des terres émergées de la planète tous les jours. Et ça, c'est une mission qu'ils ont lancée à partir de 2010, donc qui est l'année de la fondation de cette entreprise. Et ils ont accompli cette mission en 2017. Donc aujourd'hui, Planet est un des plus gros opérateurs de satellites au monde en termes de nombre de satellites dans l'espace. En l'occurrence, les satellites auparavant étaient plutôt des engins de plusieurs tonnes qui faisaient la taille d'une voiture jusqu'à la taille d'un camion, entre 3 et 6 tonnes. Là, on parle de satellites de quelques kilogrammes seulement et qui ont la taille d'une boîte à chaussures. Donc ça, c'est très nouveau. C'est une technologie sur laquelle de nombreuses entreprises se développent. Dans d'autres secteurs également, on peut penser à Spire qui fait de l'observation des signaux électromagnétiques, mais également un nombre important d'autres entreprises qui se développent sur ce standard et à partir
de financement privé, ce qui est également très nouveau, pour se lancer sur des secteurs qui s'ouvrent, par exemple celui de l'Internet des objets. Il faut constater cependant que la viabilité économique de ces nouveaux acteurs, et notamment les nouveaux modèles économiques qu'ils mettent en place, sont encore sujets à caution. Les modèles économiques traditionnels de l'économie du spatial sont essentiellement tournés autour de la diffusion de la télévision. C'est ce qui forme la majorité du revenu des entreprises qui vendent des services de télécommunication. Aujourd'hui, on constate un tassement de la demande en télécommunication, essentiellement lié à deux facteurs qui sont une surcapacité en orbite et le changement dans les habitudes de consommation des clients, qui vont plus vers des services liés à l'Internet, tels que la consommation de séries sur Netflix, YouTube, etc. En revanche, les nouveaux services, les nouveaux modèles qui ont été mis en place, eux ne sont pas économiquement viables à l'heure actuelle. Le domaine du spatial commercial est donc dans une logique assez paradoxale, dans laquelle les modèles économiques traditionnels arrivent au bout de leur logique, mais les modèles émergents n'ont pas encore démontré leur viabilité à long terme. Un de ces modèles émergents est celui de ce qu'on appelle les mégaconstellations, c'est-à-dire un groupe de satellites construits en série pour la fourniture d'Internet, d'un service global de communication par Internet. D'abord, la viabilité économique de ce type de modèle aujourd'hui n'est pas confirmée, puisque aucune de ces mégaconstellations n'est encore active, bien que certaines soient en cours de déploiement, comme celle de SpaceX. Mais cela pose aussi un deuxième problème qui est le développement durable du spatial lorsque des milliers de satellites seront mis en orbite. On a un problème aujourd'hui émergent de congestion du spatial qui pour le coup n'a pas émergé lors de la dernière décennie mais s'est aggravé lors de cette décennie et sera probablement un enjeu pour les décennies à venir. Dans le domaine de l'exploration spatiale habitée, si on reprend la situation en 2010, les Américains avaient un programme d'exploration lunaire habité qui reposait sur le développement d'un lanceur géant et l'usage d'une capsule qui s'appelait Orion. Si on reprend la situation actuelle, les Américains ont un programme d'exploration habitée de la Lune qui fait usage d'un lanceur géant et également d'une capsule appelée Orion. Donc on a l'impression d'une forme d'immobilisme dans ces programmes qui en fait cachent une alternance qui est essentiellement politique. C'est-à-dire que lorsque Barack Obama arrive au pouvoir, il annule le programme décidé sous George Bush d'exploration lunaire en 2010 et lance la NASA sur d'autres projets qui ne seront pas réalisés. En 2017, après son arrivée au pouvoir, le président Trump signe la directive de politique spatiale numéro 1 qui demande à la NASA de renvoyer des humains sur la Lune, en l'occurrence une femme et un homme. On peut cependant remarquer que cette fois-ci, les parties prenantes au programme sont des nouveaux partenaires, notamment ceux que nous avons évoqués en début de vidéo, SpaceX et Blue Origin, qui participent au nouveau programme Artemis, qui a pour vocation de poser une femme et un homme sur la Lune en 2024. On constate ces dernières années une autre tendance dans le domaine spatial qui est une tendance à la militarisation, voire à l'arsenalisation du domaine spatial, c'est-à-dire le développement de capacités visant à détruire ou du moins à neutraliser des satellites. Un des points de départ de cette arsenalisation, en tout cas du point de vue américain, c'est le test conduit par la Chine en 2007 de destruction d'un de ses propres satellites, qui a d'ailleurs été suivi par un test conduit par les États-Unis dans la destruction de l'un de leurs propres satellites. Et cette tendance s'est poursuivie tout au long de la décennie, non seulement aux États-Unis et en Chine, mais également en Inde, par exemple, qui a accompli un test anti-satellite plus tôt cette année.
et par la France qui a mis en place un commandement de l'espace destiné à protéger ces satellites militaires. On constate donc progressivement l'émergence du milieu spatial, de la conception du milieu spatial, non plus comme un milieu bénin et sanctuarisé, mais comme un véritable domaine de combat, ce qui a notamment été en quelque sorte officialisé par la mise en place aux États-Unis d'un commandement de l'espace géographique qui considère l'espace extra-atmosphérique comme un véritable domaine de combat. Mettre en perspective les changements qui ont eu lieu dans le domaine spatial depuis une dizaine d'années est un exercice qui a du sens car les développements dans ce domaine particulier sont généralement assez longs. On peut donc penser que la prochaine décennie sera guidée par les tendances qui sont nées lors de la dernière. On peut penser particulièrement à l'émergence de nouveaux acteurs et le fait que leur modèle économique sera ou non pérennisé lors de la prochaine décennie. Il faudra également surveiller les progrès des programmes d'exploration habitée qui ont pour le coup une date qui est déjà décidée, une date butoir qui est déjà décidée, qui est 2024, pour le premier atterrissage d'une femme et d'un homme sur la Lune. Il faudra enfin, lors de la prochaine décennie, surveiller les évolutions du milieu spatial dans sa militarisation, dans sa congestion progressive et, in fine, dans son changement de nature. C'est-à-dire que l'espace sera probablement un milieu dans lequel les objets interagiront beaucoup plus, ils seront beaucoup plus nombreux, potentiellement ils seront beaucoup plus intelligents, et ce sera un milieu qui, lors de la prochaine décennie, sera peut-être habité différemment et exploité différemment par les nouveaux acteurs qui sont entrés au cours de la dernière décennie.